savez, on ferme les yeux, on pense à la République. Grande supériorité du cinéma sur les autres arts, à mon avis, c'est qu'on peut montrer de la beauté involontaire. Thank you so much to the Hollywood Reporter. It's an absolute honour to be here today in full fucking glam at 8 a.m. on a Thursday morning. Elle est super, hein? La distinzione che io faccio tra cinema di prosa e cinema di poesia non è una distinzione di valore, è una distinzione puramente tecnica. And the Oscar goes to... J'adore rire. Et on est bien avec elle. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Allons-y. Moteur. Bienvenue dans Ça ne ramènera pas François Truffaut, podcast de cinéma dans lequel moi-même, Samuel, cinéphile, discute de films qui ont suscité mon intérêt avec des amis. Podcast dans lequel on spoil allègrement, je vous conseille d'avoir vu les films avant d'écouter. Pour l'épisode de cette semaine, je reçois mon amie Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, cette semaine, on parle d'Eddington, d'Ari Aster, sorti en salle le 16 juillet dernier. Il est encore visible en salle. Eddington est donc le nouveau film d'Ari Aster, maître de l'Elevated d'Aurore et poule aux œufs d'or de la société de production américaine A24. Il revient avec un anti-western Covidé, j'ai envie de dire, puisque le film nous ramène en 2020, en pleine épidémie du Covid-19 à Eddington, ville fictive du Nouveau-Mexique, jusque-là tranquille, mais qui en raison de la pandémie, voit s'affronter le shérif de la ville, Joe Cross, joué par Joaquin Phoenix, et le maire Ted Garcia, joué par Pedro Pascal. Ils s'affrontent initialement autour de la question du port du masque, mais peu à peu, ils entraînent dans leur opposition la totalité de la ville, au point de la plonger au bord de la guerre civile. Donc Ari Aster s'est fait connaître auprès des cinéphiles pour ses deux films d'horreur sophistiqués et à l'esthétique léchée, Hérédité en 2018 et Midsommar en 2019. On retrouve au casting, donc comme je disais, Pedro Pascal et Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix qui était l'acteur principal de son précédent film Beau is Afraid, sorti en 2023. Il y a aussi au casting Emma Stone et Austin Butler. Le film était sélectionné en compétition officielle au dernier festival de Cannes, duquel il est reparti bredouille. Eh bien, commençons la discussion. Aurélie, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Alors, je trouve que c'est un bon film, avec un rythme pourtant assez lent, et une construction narrative très touffue avec plusieurs intrigues secondaires. J'avoue ne pas avoir tout compris. Il y a beaucoup d'informations dans ce film et le discours n'est pas toujours très clair. Il y a un flou, je pense un flou assumé. Il y a une critique de la société américaine, une société finalement dans laquelle on nage en eau trouble, une critique qui met en lumière une perte des valeurs, une perte de sens et surtout une perte de repères puisque les personnages ne savent plus du tout à qui se fier. Et le film nous laisse avec une impression d'incompréhension totale, tout est trop confus, trop flou, trop chargé d'informations. Le cinéaste essaye de brasser toutes les grandes problématiques de la société américaine actuelle, les contradictions des mouvements antiracistes et l'espèce de schizophrénie que cela engendre aux États-Unis, les comportements humains ou plutôt inhumains révélés par la pandémie en 2020, conséquences sociales, psychologiques sur les personnes les plus marginalisées dans la société, mais aussi les dysfonctionnements politiques ou la politique locale à l'échelle de cette petite ville Eddington, cette petite ville du sud des États-Unis, est finalement réduite à des argumentaires fallacieux, à une guerre qui devient une guerre personnelle et peu ancrée dans des questions citoyennes. Et donc nous, en tant que spectateurs, on est complètement noyés dans toutes ces problématiques, dans toutes ces contradictions, avec finalement les personnages du film. Et on partage également ce sentiment de perte. D'accord, mais du coup, si je comprends bien, toi, t'as été submergé par le film d'une certaine manière. C'est vrai qu'il est très long. J'ai pas dit la durée, mais ça dure 2h30. Oui, enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été complètement noyée dans toutes ces problématiques. Il y a beaucoup trop d'informations, mais en même temps, on peut pas dire que c'est un défaut parce que je pense vraiment que c'est l'intention du cinéaste. Il avait envie de nous noyer dans ces problématiques pour aussi montrer ce qui est devenu l'Amérique. Voilà, ce qui est devenu l'Amérique, oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que moi c'est marrant, c'était plus un reproche entre guillemets que j'avais envie de faire au film, c'est que cette espèce de collection de tous les thèmes qui ont fait l'actualité des États-Unis, notamment aux alentours des années 2020. Bon, l'actualité et au-delà, c'est vrai que ça a quand même transformé nos vies, je pense notamment à la pandémie de Covid-19, mais par-dessus ça, Black Lives Matter, le mouvement woke progressiste, la présence des réseaux sociaux, la question des data centers, donc de l'IA qui va prendre la place dans nos vies. Voilà, cette espèce de collection, de sujets d'actualité qui moi je pense ont notamment été montés en épingle pour certains par les médias et les réseaux sociaux. J'avais plus l'impression
l'impression d'un cinéaste qui essaye de nous parler du contemporain, mais qui est trop adossé à tout ce que l'actualité a charrié ces dernières années. Et aussi au cinéma, ça m'intéresse pas. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que dans ce film, il y a très peu d'éléments cinégéniques, très peu d'éléments qui... C'est pas qu'ils ont pas leur place au cinéma, c'est que il y a pas de qualité cinématographique intrinsèque, quoi. Sur un grand écran, je m'en fous, notamment les téléphones portables. Moi, je pensais vraiment qu'on allait voir un western. Est-ce et finalement, t'es familière des westerns ou pas vraiment? Pas du tout. Et okay. Je partais avec toute mon ignorance et ce que j'imaginais du western, et je me suis dit, je vais aller voir un western. Et en fait, pas du tout, même s'il y a un petit côté western, parce qu'on se retrouve quand même dans le désert. Oui, déjà, il y a le cadre spatial du western. Oui, voilà, avec ce shérif. Bon, on a les codes du western. Il remplace un petit peu le western traditionnel avec tous ces écrans. Il nous en fait un truc, un western à écran, quoi. Oui, c'est ça. Je sais plus dans quelle critique j'avais entendu ça, mais enfin, le portable a remplacé le pistolet des westerns. Donc oui, donc pour expliquer, il y a le western classique hollywoodien qui, je crois, démarre dans les années 30, dont le plus grand représentant est John Ford. Mais il y a aussi, par exemple, les films de Howard Hawks, Rio Bravo, Fred Zinnemann, Le train sifflera 3 fois. Et ce western classique hollywoodien meurt progressivement au cours des années 60 et laisse place à ce qu'on appelle le western spaghetti et plus tard le western crépusculaire, qui sont des westerns beaucoup plus ambigus, parce que le western classique hollywoodien, un des reproches, entre guillemets, qu'on peut lui faire, c'est d'être manichéen. Alors que le western post-années 60, c'est un western beaucoup plus ambigu sur les valeurs morales et aussi qu'il laisse beaucoup plus de place à la violence, comme c'est le cas dans ce film-là. Donc, c'est vrai que le film reprend des éléments du western, comme on a dit, le cadre spatial, et moi, surtout, ce que j'ai vu dans ce film-là, ce qui reprend du western classique, et ce que j'ai trouvé intéressant dans la première partie du film, c'est qu'on a un conflit entre, j'ai envie de dire, la loi et la liberté. C'est-à-dire qu'on a une opposition entre Joe Cross, le shérif incarné par Joaquin Phoenix, qui incarne une forme de liberté, qui ne veut pas respecter les règles sanitaires qu'il juge absurdes, notamment parce qu'il n'y a aucun cas de Covid à Eddington. Et il les rejette pas du tout par idéologie, il les rejette pour des raisons purement pragmatiques, puisqu'il explique qu'il est asthmatique, qu'à cause de son asthme, il a du mal à respirer quand il porte le masque. Donc, Joe Cross, joué par Joaquin Phoenix, incarne une forme de liberté, là où Ted Garcia, le maire de la ville, joué par Pedro Pascal, incarne, lui, les règles sanitaires, donc la loi d'une certaine manière. Il y a une espèce d'affrontement comme ça des légitimités dans cette ville, et pour moi, ça vient du western classique. Le film de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valance, et le parangon comme ça de cette opposition au sein du western entre loi et liberté. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et aussi, pour reprendre aussi ton analyse de ce personnage de Joe Cross, je trouve que c'est intéressant aussi de voir son évolution, parce qu'il nous apparaît un peu comme le héros de western, le justicier. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la valeur aussi, enfin qui touche aux valeurs. Et peu à peu, ce personnage perd complètement ses valeurs, ses repères, et passe du justicier à un criminel sans cœur. Enfin, c'est très intéressant aussi la façon dont il fait évoluer ce personnage. Oui, alors il faut peut-être résumer un peu les deux grandes parties du film. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi il y a une première partie où il y a cet affrontement autour des règles sanitaires, et puis tout d'un coup, Joaquin Phoenix, enfin le personnage de Joe Cross joué par Joaquin Phoenix, il accumule, notamment, je pense qu'on la décrira plus tard, une scène d'apéritif chez Ted Garcia où il y a un affrontement entre les deux autour d'un morceau de Katy Perry, Fireworks. Bref, il accumule dans cette première partie, et tout d'un coup, il décide d'assassiner Ted Garcia. Donc voilà, on vous a spoilé le basculement dans le film, et à partir de là, le film bascule dans la violence. Oui, tout à fait. Et c'est là aussi où notre rapport à ce personnage change totalement. Puisque moi, au début du film, j'ai eu vraiment de la compassion pour Joe Cross. Puisque comme je l'ai dit, voilà, Joe apparaît vraiment comme un véritable justicier, un homme préoccupé par les marginaux de la ville, se battant contre les discriminations, les injustices. Donc dans la première partie du film, on nous présente vraiment un shérif, lui-même assez marginal, peu respecté malgré son statut de shérif, qui défend les pauvres, les rejetés pendant la pandémie. Par exemple, il défend un habitant de la ville d'Eddington, qui ne peut pas mettre son masque au supermarché car il a une gêne respiratoire. Et cet habitant est rejeté par le gérant du supermarché, ne peut donc pas faire ses courses. Et Joe va le défendre et lui faire ses courses. Donc il apparaît vraiment comme ce justicier qui répare l'injustice et se révolte contre un système qu'il juge inhumain. Mais en effet, quand il y a ce moment de bascule où Joe décide déjà de faire de la politique,
d'accéder au pouvoir. Donc déjà, ça commence par là. Oui, il veut se présenter aux élections municipales pour battre Ted Garcia et devenir maire à son tour. Voilà, et c'est là que tout déraille, enfin que tout commence en tout cas à dérailler. Et puis il y a cette scène en effet où là en fait ces actions de justicier perdent vraiment tout leur sens. Il n'agit plus pour les autres, mais vraiment pour lui. Seul son intérêt compte à ce moment-là, parce qu'il vit une humiliation personnelle. Et peu à peu, nous en tant que spectateurs, on commence un peu à se désolidariser. Moi, je nuancerais un peu quand même la manière dont tu caractérises Joe Cross dans les premières scènes. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Il a ce côté justicier, comme je disais, qui incarne une forme de liberté face aux règles qui peuvent être absurdes. Mais je trouve que c'est quand même aussi, il a une forme de page blanche. C'est quelqu'un qui n'a aucune idéologie. Et à partir du moment où il se présente, et d'ailleurs il l'annonce sur les réseaux sociaux, pour moi, peu à peu, il va, alors c'est plus ou moins dit explicitement par le film, mais on avait compris, il devient peu à peu un représentant de l'Amérique blanche conservatrice MAGA, qui vient de porter Trump au pouvoir ces dernières années. Donc pour moi, peu à peu, il incarne ça, et alors à partir du moment où il tue Ted Garcia, il en incarne la dérive dans la violence, et sa femme, ça on l'a pas encore mentionné, mais son épouse, elle, jouée par Emma Stone, elle, en revanche, elle incarne plutôt la dérive conspirationniste. Puis ce qu'elle dit à propos de la pédophilie, enfin je sais pas si tu l'as vu, mais... Oui, d'ailleurs j'ai pas tout compris. Alors ça, c'est une référence au mouvement QAnon. D'accord. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est un mouvement complotiste dont l'une des principales théories est qu'un réseau pédophile mondial gouvernerait le monde en gros. Et donc voilà, elle incarne en fait la dérive complotiste de l'Amérique, qui vient de sa mère, qui dans les premières scènes est la plus complotiste de tous. C'est vrai que il se nourrit après, en fait, cette page blanche se nourrit finalement aussi de tout ce qu'il regarde dès le réveil. En ligne. Et au coucher aussi, au moment avant de dormir, il se nourrit aussi d'informations, des réseaux sociaux, etc. Et quand lui-même décide de jouer le jeu des réseaux sociaux pour se présenter aux élections, où lui-même se met en scène aussi en ligne, c'est là en effet qu'il se nourrit sans vraiment digérer tout ce qu'il lit, tout ce qu'il consomme d'informations. Oui, dans un podcast que j'écoutais qui s'appelle Réaliser sans trucage, il y a une des chroniqueuses qui s'appelle Sophie Grèche. Elle avait elle a une très belle idée sur le film. Elle disait que le réalisateur fait un parallèle entre la contamination du Covid et la manière dont on est influencé par les réseaux sociaux et les contenus numériques. En fait, la manière dont on est influencé par ça, c'est un peu comme une contamination en fait, comme une espèce de maladie qui se répand. Et pour moi, ça, Ari Aster le pointe du côté de la droite avec Joe Cross et ses partisans, mais il le pointe aussi du côté de la gauche, puisque il y a aussi, et c'est là pour revenir à ton propos initial sur ce flou généralisé, il y a aussi une satire de l'Amérique blanche woke qui s'est réveillée, entre guillemets, avec le mouvement Black Lives Matter. Et il me semble qu'Ari Aster en pointe à la fois la vacuité de l'engagement, l'opportunisme, et il pointe aussi à quel point ce mouvement militant, il est corollaire de tendances sur les réseaux sociaux. Et ça, on le voit notamment avec le duel, entre guillemets, des deux jeunes adolescents, dont j'ai oublié le nom, dont il montre qu'en fait, l'engagement, il ne s'engage dans le mouvement woke et antiraciste que pour plaire à une jeune fille. Et que finalement, il montre aussi qu'il y a un vrai conflit entre les intérêts personnels et les intérêts pour le bien commun, quoi. Que tout part finalement du personnel. D'ailleurs, aussi l'engagement politique de Joe Cross, c'est aussi une rivalité très personnelle avec Ted, oui, aussi, au sujet de sa femme. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. Donc tout part d'intérêts très personnels. Et finalement, ce qui te dérangeait aussi, c'était la présence des écrans. Ouais. Mais là est je pense que vraiment justement il y a toute une réflexion autour des écrans, d'internet. Moi c'est quelque chose qui me dérange habituellement, mais pour le coup là pour ce film, oui, au cinéma je supporte pas avoir des téléphones, des écrans, des conversations qui défilent, etc. Je trouve ça très très embêtant. mais là pour le coup ça m'a pas du tout dérangé parce que je trouve qu'il y avait vraiment une réflexion et moi j'ai trouvé ça intéressant. Pour moi il essaye de retranscrire une espèce l'angoisse qu'on peut avoir vis-à-vis du numérique. Donc aussi on peut peut-être aborder la question de la manipulation. Parce qu'il est question bien sûr de réseaux sociaux, d'écrans. Ari Aster, donc le cinéaste, met en scène une société où règne la manipulation générale. On a déjà un petit peu abordé ce sujet. Donc une manipulation généralisée à travers bien sûr Internet et les discours complotistes, tu l'as dit, qui cherchent des explications à tout et qui d'une certaine façon cherchent aussi à répondre à une angoisse parce qu'on a vraiment des personnages
très angoissé, que ce soit le film est très angoissant. Ah oui, c'est très angoissant, et on a des personnages avec ces espèces de poupées que fabrique la femme de Joe. Oui, c'est vrai. Oh là là, mais c'est angoissant. Ari Aster cherche à nous montrer aussi qu'à travers Internet et les discours complotistes, on répond à une angoisse de la population. Et les réseaux sociaux, on l'a dit, se consomment au réveil, de plus en plus tôt dans la vie, puisqu'il est question aussi du rapport des adolescents aux réseaux sociaux. Aussi, cette manipulation des esprits donc passe par Internet, les médias que l'on consomme, mais aussi peuvent passer, donc c'est-à-dire que le cinéaste semble mettre aussi sur le même plan l'addiction et la manipulation à l'œuvre avec les réseaux sociaux et l'emprise des gourous de sectes. Parce qu'il est aussi question d'une secte. Oui, c'est vrai que j'ai pas détaillé, mais la dérive complotiste de Louise, l'épouse de Joe Cross, jouée par Emma Stone, elle est incarnée par le fait qu'elle finit par être embrigadée par un espèce, voilà, de gourou d'une secte, joué par Austin Butler. Oui, tout à fait. Donc les réseaux sociaux fonctionnent d'une certaine façon aussi. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est que les réseaux sociaux peut-être peuvent fonctionner aussi comme une secte. Et la manipulation généralisée touche également le cercle proche, puisque dans le film, les personnages se font manipuler et n'hésitent pas à trahir des membres de leur propre famille. Par exemple, Joe trahit sa femme à des fins politiques en se servant d'elle. Oui, il fait croire qu'elle a été violée par Ted Garcia. Voilà, son rival politique. Alors, et elle, après, justement, non, elle fait une déclaration sur les réseaux sociaux en disant qu'elle a été abusée par son père, en fait. Donc on voit bien aussi que la trahison, la manipulation, c'est un thème qui touche aussi la famille, le cercle intime, les amis aussi. Joe trahit son collègue Michael. Ah, le collègue noir américain. Le collègue noir américain. Oui, d'ailleurs ça on l'a pas dit, mais alors Ari Aster donc figure deux Amériques qui se font face à face, l'Amérique MAGA et l'Amérique woke, et rejette les deux parties, d'où le flou dont tu parlais au début. Mais il y a une troisième partie de l'Amérique qu'on n'a pas encore mentionnée et qui est présente dans le film, ce sont les minorités ethniques. Et j'ai l'impression que le film sauve en fait les minorités ethniques. Les minorités ethniques sont les seules qui s'en sortent dans le film, ce sont les plus clairvoyantes sur la situation, les policiers indiens qui sont les seuls à mener convenablement l'enquête, puisque Eddington est limitrophe à un territoire indien. On retrouve la question de la frontière entre le territoire états-unien et le territoire indien, comme dans les westerns, par ailleurs. Et puis, il y a cette image finale de ce personnage, de ce policier noir américain. On le voit s'entraîner au tir à longue distance. Il est dans une position défensive, en fait, face à cette Amérique blanche woke MAGA qui est en train de se déchirer. Et d'ailleurs, j'ai pas très bien compris aussi, lui, sa position. Enfin, j'ai trouvé ce personnage très ambigu. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé. En fait, il a pas d'idéologie, ce personnage-là. Du coup, comme il sait que les Noirs américains sont ceux qui subissent le plus la violence, il en vient à avoir une position défensive, à être à l'affût, à faire attention. Il est pas du tout dans l'invective, comme le sont en fait finalement l'Amérique woke et l'Amérique MAGA. Mais peut-être que pour lui, la question de la couleur, en fait, lui, il est plutôt dans cet idéal parce que son père était policier. Enfin, pour lui, le policier prend en quelque sorte a plus d'importance que les questions raciales dans le pays. En fait, c'est plus important d'être un bon flic et d'avancer que de défendre sa couleur de peau. Sa couleur de peau et que pour lui, c'est plus important finalement d'avoir ce statut, cette autorité d'espérer un jour donc être sergent puis je sais plus quoi monter en grade comme parce que c'est ce qui va rendre fier son père. Oui, et d'ailleurs il est complètement il s'en fiche quand la jeune fille blanche vient l'alpaguer par rapport à Black Lives Matter et le meurtre de George Floyd. Lui reste tout ce qu'il veut à ce moment-là, parce que c'est dans le cadre d'une manifestation, c'est maintenir en fait l'ordre public et que ces manifestants évitent d'aller casser les magasins, etc. des commerçants aux alentours. Et aussi il y avait une scène très marquante. C'est la scène où Joe est poursuivi par des hommes non identifiés. Ah oui, alors ça c'est toute la scène finale. Oui. Enfin, il faut peut-être un peu décrire. Après qu'il ait tué Ted Garcia, alors il l'a tué comme un sniper, quoi, un tir à longue distance. Ça s'est passé en pleine nuit. Et ensuite, donc, il y a l'enquête le lendemain à laquelle se mêlent les policiers indiens, puisque la maison du maire Ted Garcia et sur la frontière entre le territoire indien et Eddington. Joe Cross essaye de saboter l'enquête, mais il n'y arrive pas, et au fur et à mesure, il se trouve pris dans une espèce de spirale de violence où il en vient à tuer tout le monde, et effectivement, il y a bien, je pense, 20 minutes dans le film, une espèce de course-poursuite en pleine nuit, à la fois dans le désert et dans la ville d'Eddington,
où il essaye d'échapper à, on sait pas trop, ça tire de partout. Moi, je pense qu'il y a deux interprétations. Soit ce sont des militants antifascistes lourdement armés qui viennent tuer Joe Cross, le personnage joué par Joaquin Phoenix, parce qu'il a pris beaucoup d'importance, il le voit comme un futur maire conservateur d'Hennington. Soit ce sont en fait des militants d'extrême droite qui se font passer pour des antifascistes pour montrer à quel point le mouvement woke en fait porte en lui les germes de la violence. Je sais pas si c'était très clair, mais si, mais voilà. et aussi il y a le délire de la belle-mère. Dit ils sont à nos trousses. Donc il y a aussi le délire un peu de la belle-mère autour de l'histoire. Paranoïaque. Oui, voilà, mais donc et ensuite on entre complètement dans un délire paranoïaque avec cette belle-mère. Et on ne comprend absolument pas la nature de cette course-poursuite qui devient en effet tout à fait insaisissable. Oui, et d'ailleurs, il y a un critique de cinéma qui s'appelle Louis Séguin, je crois, qui avait une idée, qu'en fait tout le dernier tiers du film, ce serait une espèce de bouffée délirante qui viendrait du produit que inhale Joe Cross quand il doit inhaler par rapport à son asthme. Enfin bref, c'est une idée que j'ai entendue et que j'ai trouvée intéressante. Après moi, il y a quand même plusieurs éléments qui me gênent dans le film. En dépit de tout ce qu'on a dit, on a décrit comme ça cet affrontement entre l'Amérique MAGA et l'Amérique woke. Mais en fait, je trouve qu'Ari Aster nous livre un récit très métaphorisé, pas très subtil en fait, assez lisible. Et je trouve pas ça hyper pertinent de vouloir faire comme ça un état politique de l'Amérique au cinéma et à travers cette ville fictive d'Eddington en reprenant le format du western. Moi, j'ai envie de lui répondre, mais regarde une émission de débat, je sais pas moi, sur France Télévisions ou un documentaire Arte qui s'appellerait l'Amérique aujourd'hui, et on en apprend tout autant en fait. Je trouve que le film en fait se veut assez crypté, mais au final il est assez lisible. Et comme tu disais initialement, il y a quand même une indécision politique et morale où il renvoie un peu tous les partis dos à dos qui quand même me pose question. Et le film aussi donc se veut satirique. Je sais pas si tu l'as senti toi aussi. Oui, il y a des moments vraiment satiriques. Voilà, cette veine grotesque aussi. Alors moi, je sais pas pour toi, mais moi, dans la salle de cinéma où j'étais, ça n'a pas ri une seule fois, hein. Et là, je pense que le film est trop plombé, en fait, par l'angoisse et une forme de cringe aussi et de gêne de notre côté. Oui, puis il y avait un côté très lent aussi, avec des scènes parfois très silencieuses, hein. Donc oui, on rit pas beaucoup. Alors j'aimerais qu'on finisse notre conversation donc sur l'épilogue, puisqu'il y a un épilogue. Oui, alors donc Joe Cross a été blessé pendant la course-poursuite. Il a survécu à l'attentat et il est devenu une espèce de légume, quoi. Il bougeait plus, il bouge plus. Et sa femme n'est toujours pas rentrée à la maison puisqu'elle est tombée enceinte du gourou de secte avec qui elle a joué par Austin Butler. Voilà, avec qui elle a essayé de partir. Et puis, oui, après donc il finit avec sa belle-mère, quoi. Oui. Il finit avec la belle-mère à faire ménage avec celle qui tient les ficelles. D'ailleurs, un élément, il est élu maire en fait. Oui. On comprend que le fait que ce soit le seul survivant de cet attentat, ça a dû attirer la sympathie des électeurs qui l'ont élu. Et donc il fait ménage à trois avec la belle-mère et l'infirmier, quoi. Oui, c'est vrai, ça c'est une des dernières images du film. Alors je sais pas ce que t'en as pensé. Ah oui, il y a aussi cet élément-là, et ils ont construit le data center. Et ils ont construit le data center, et c'est d'ailleurs la dernière image. Le data center dont il était question pendant l'élection. Finalement, ce data center s'est construit. Ouais, auquel s'opposait Joe Cross, et que voulait construire le maire Ted Garcia, joué par Pedro Pascal. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est vrai qu'on n'a pas lâché le mot, mais on disait qu'Ari Aster renvoie dos à dos tout le monde, que le film est ambigu moralement, politiquement. Est-ce que le film finalement ne serait pas cynique ? Et moi, j'ai l'impression qu'il fait preuve quand même de cynisme dans cet épilogue, voire de misanthropie d'une certaine manière, puisque c'est la plus complotiste de tous, la belle-mère, dont d'ailleurs le prénom c'est Dawn, qui en français veut dire l'aube, qui a pris le contrôle en fait. Et son beau-fils, Joe Cross, est littéralement sa marionnette, et à travers lui en fait, elle dirige la ville. Oui, totalement. C'est une fin totalement cynique. C'est vraiment le mot qui convient à cette fin. Et puis aussi dans cette fin, Joe Cross est figuré comme une espèce de gros bébé. En fait, je trouve ça assez intéressant que cet homme blanc qui dérive vers la droite conservatrice et violente qui prend sur lui, le stade final, c'est un espèce de stade infantile où c'est un gros bébé qui, il y a aussi une forme de retour au foyer, et là le film reprend l'adage final du Magicien d'Oz, There is no place like home.
il n'y a pas mieux que chez soi. Donc je trouve ça très très bizarre que après cette espèce d'épopée dans la violence qu'il a traversée, tout ça débouche à comme je disais, à un stade infantile, à un retour à la maison, et aussi, ça on l'a pas dit, mais la seule chose qui reste, c'est, j'allais dire, l'illusion hollywoodienne. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais il y a des scènes dans cet épilogue chez lui, notamment où il regarde un film à la télévision, et alors, je sais pas si t'as reconnu ce film, ou du moins le personnage à l'écran, mais j'ai fait mes petites recherches, et c'est un extrait de Young Mr. Lincoln, en français Vers sa destinée, qui est un film de 1939 de John Ford, qui est donc un film sur la jeunesse d'Abraham Lincoln, avant qu'il devienne président, quand il était avocat. Donc en fait pour moi, le fait comme ça de mettre un extrait du cinéma classique hollywoodien, en plus avec Lincoln qui incarne, avec la fin de la guerre de sécession et la fin de l'esclavage, l'union au sein des États-Unis, il y a pour moi cette idée qu'en fait cette harmonie, cette concorde américaine, c'est tout ce qui reste en fait à cette Amérique. Cette concorde, c'était une illusion construite par Hollywood, et voilà ce qui reste en fait pour cette Amérique complètement divisée, complètement éclatée. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, t'es d'accord ou pas avec mon interprétation? Oui, non, je trouve ça très intéressant. Mais après, c'est vrai que la fin, je savais pas trop comment. Ça t'a laissé perplexe? Ça m'a laissé perplexe. En effet, je suis allée sur la piste du cynisme, voilà, une fin cynique, mais j'ai pas su l'interpréter parce que j'ai trouvé ça. C'est un peu déroutant. C'est assez, voilà, très déroutant. Stade, ouais. Enfin, voilà, où quand même ce héros est figuré comme une espèce de gros bébé. Il y a quelque chose d'assez déroutant là-dedans. Ouais, tout à fait. Bon, et bien on finira, j'allais dire, sur cet aspect déroutant de la fin. Merci beaucoup Aurélie. Merci à toi Samuel. À bientôt. À bientôt.